Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue dans ce hors-série spécial biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France pour parler de l'architecture de demain. Nous avons voulu interroger des étudiants, ceux qui construiront la ville dans 20 ans. Nous sommes au cœur de l'exposition Visible-Invisible dans la nef de l'école d'architecture de Versailles, plus particulièrement autour d'un potager illuminé par un puissant éclairage artificiel. Alors nous avons le plaisir de parler avec aujourd'hui Hugo Merki. Bonjour Hugo. Bonjour. Vous vous attaquez à la question minière et l'impact des sites post-industriels sur le paysage. Face à ce réchauffement climatique et ses causes, notre rapport à la nature est remis en question. Les paysages sont détruits tandis que d'autres émergent de l'exploitation humaine. Après le passage de l'industrie et des catastrophes, ce sont de nouveaux territoires en nombre grandissant qui forment un nouvel horizon pour l'architecture. Alors que faire de ces paysages dévastés? C'est une très grande question et un domaine d'étude qui s'intéresse à répondre à ces questions, c'est l'écologie politique. Et c'est le biais par lequel je rentre dans ce sujet tel qu'il m'a été enseigné à l'école. Donc l'écologie politique, c'est un champ d'étude qui vise à tracer des parallèles, enfin des liens entre des questions sociétales, économiques et politiques et l'impact qu'elles ont sur l'environnement. Et donc c'est un champ d'étude qui est très lié à l'architecture puisqu'elle se retrouve à devoir composer avec les territoires qui sont transformés par ces différentes décisions. Et donc c'est un domaine qui est assez proche de l'action politique, mais qui a quand même beaucoup de bases théoriques puisqu'il s'articule beaucoup autour des questions de réchauffement climatique et d'inégalité sociale. Donc ils sont à la fois des endroits où on doit beaucoup lutter sur le terrain et aussi en même temps avoir des questions de sciences sociales, sciences humaines, sciences dures aussi pour expliciter toutes ces questions-là. Et une des questions majeures de ce champ d'études auquel je m'intéresse en particulier dans mon diplôme avec une autre étudiante qui s'appelle Caroline Husson, c'est celle du rapport de l'humain à l'environnement en s'extirpant des définitions un peu classiques de ce qu'on appelle nature aujourd'hui. Et donc pour ça, on part du travail d'un chercheur américain qui s'appelle William Cronon, qui essaye de justement essayer de sortir de ces questions un peu classiques de définition de la nature, comme quoi la nature intervient là où l'humain n'est pas. Et donc lui, la grille de lecture qu'il propose, c'est de voir la nature selon son rapport à l'exploitation humaine. Et donc en suivant cette lecture-là, il en découle deux types de nature. Une première nature qui est relativement touchée par l'homme, donc c'est le peu de forêts primaires qui restent sur Terre, certains déserts, encore que beaucoup sont encore touchés pour des questions pétrolières, de réseaux, etc. Le pôle Nord aussi, même si, encore une fois, il est aussi exploité. Donc en fait, il y a très peu de première nature qui restent aujourd'hui et qui, après, suivant un gradient, s'amène vers une deuxième nature qui est celle exploitée par l'homme. Donc en fait, ça peut être des exploitations qui prennent des formes variées. Ça peut être des champs, des vignes, et puis ça peut aussi être des stations pétrolières. Et un objet auquel on s'intéresse beaucoup, la mine, qui est très, très lié à ces questions-là, puisqu'il y a une transformation massive du territoire, étant donné qu'il y a et l'excavation et les résidus de cette excavation qui ensuite sont stockés à proximité de la mine et qui forment des montagnes artificielles en fait. Et donc tous ces paysages dévastés sont possiblement, on peut les reconquérir pour en faire d'autres paysages? Alors en fait, ils ne sont pas forcément tous dévastés. C'est qu'il y en a beaucoup qui sont un peu standards. Enfin voilà, un champ, c'est aussi une nature exploitée de façon douce si on veut, pauvre en biodiversité certes, mais voilà, ça a des enjeux qui sont intéressants pour manger par exemple. Mais pour beaucoup, effectivement, c'est des questions qui sont assez lourdes. Enfin, ça rejoint la question de l'architecture extractive en fait. Dès qu'on a besoin d'extraire des matériaux, de la pierre, ou du sable pour les questions de béton, ou bien si on en a besoin aussi pour les énergies, pour les matériaux qu'on construit de façon chimique. Enfin, tout ça, c'est des choses qui nécessitent des extractions et une des représentations assez importantes de ça, donc c'est tout ce qui reste après l'exploitation. Donc notamment des montagnes artificielles ou bien ce qui a été creusé dans les mines, donc les mines à ciel ouvert par exemple sont un bon exemple. Et en fait tout ça effectivement c'est des territoires qui sont particuliers parce que pour en parler en fait il faut aller vers un autre concept d'une autre chercheuse qui s'appelle Anat Singh qui elle parle de troisième nature en suivant les concepts de Cronon
qui dit en fait qu'après le passage de l'homme et de l'exploitation, il y a des moments où les industries changent, se délocalisent, les filons exploités se tarissent. Et donc à partir de là, on se retrouve avec des territoires qui sont toujours là, mais sur lesquels l'exploitation n'est plus là. Et donc elle parle de troisième nature, et donc d'une nature post-industrielle, qui est aussi différente de la reconversion industrielle, qui forme un autre paysage que j'ai moins exploré. Et donc à savoir ce qu'on en fait, précisément, c'est un peu la question que je me pose avec cette autre étudiante. Et donc on s'intéresse plus particulièrement aux questions des montagnes artificielles, puisqu'elles sont assez emblématiques de ces territoires qui restent là après l'exploitation et qui, par leur dimension assez conséquente, appellent à des projets, des interventions, ou justement à pas de projet, mais il faut y réfléchir. Alors, s'attaquer à des paysages de ce type, est-ce que c'est pas une situation un peu explosive? Enfin, je parle surtout d'un point de vue social et voire public, citoyen. On a tous en mémoire les sites Seveso, mais surtout les contraintes liées, les catastrophes liées à la pollution des sols, aux nappes phréatiques. Donc vous touchez quand même un point qui est assez sensible. Tout à fait, ouais. En fait, il faut se dire que ces paysages-là, qu'on le veuille ou non, en fait, on le veut peut-être inconsciemment, mais en fait, on les produit par nos modes de consommation. Les mines de lithium, elles se font pas toutes seules, elles se font pour avoir des batteries. Les stations pétrolières se font pour avoir du carburant. Donc, c'est lié à nos modes de vie. Et étant donné les courbes actuelles, disons, que suivent les différentes parties du monde, en fait, ce genre de paysages, ils vont augmenter. Il va y en avoir de plus en plus sur des surfaces de plus en plus grandes. Les mines que nous on traite, c'est des mines on traite du bassin minier dans le Nord-Pas-de-Calais qui s'est beaucoup étendu, qui aujourd'hui n'est plus franchement en activité, mais qui a pris une part conséquente et qui aujourd'hui donc a laissé beaucoup de stigmates. Caroline, elle parle d'une montagne artificielle qui se construit sur une mine de charbon qui est toujours en expansion en Allemagne. Donc oui, effectivement, c'est des questions qui sont en tout cas très d'actualité, qui le seront d'autant plus dans les années à venir. Et effectivement, c'est des problématiques assez sensibles parce que oui, les sols sont très pollués, il y a souvent peu de biodiversité, quoique parfois on en trouve justement des surprenantes. Et donc c'est en ça qu'on rejoint des questions de troisième nature où il n'y a pas simplement un territoire désolé, mais parfois des choses qui surgissent de ça. Donc dans les terrils du Nord-Pas-de-Calais, on trouve les sols lézards du Nord-Pas-de-Calais, parce que c'est des endroits qui sont particulièrement chauds. Natsing, elle prend l'exemple d'une forêt dans l'Oregon qui a été cultivée uniquement pour ses pins, je crois, et qui du coup maintenant produit des champignons particulièrement rares à foison et qui permettent donc à des travailleurs clandestins de gagner leur vie. Donc il y a des richesses qui émergent de ça, il y a aussi beaucoup de problématiques. Et en tous les cas, c'est pas non plus des plaies ouvertes, mais en fait pour certains, ça l'est. Des questions de mine. Il y a de l'eau qui peut être très polluée parce qu'elle passe, elle rejoint des cours d'eau. Donc quand la pluie passe, on récupère notamment de l'arsenic, je crois, dans beaucoup de mines de certains métaux qui servent à filtrer. Et puis même sur un impact paysager, là, c'est cette grande mine, près de Cologne, ou bien la montagne que je traite en Finlande. C'est des montagnes qui peuvent faire 400 mètres et qui se voient à l'horizon, qui ont une influence sur l'eau, sur les animaux qui viennent ici. Donc ouais, il faut les traiter, donc peut-être on peut voir. Et alors justement, c'est étonnant parce que votre génération d'architectes a l'air de quelque sorte un peu culpabilisé de toutes les erreurs de vos parents, de vos aînés. Et est-ce que vous avez quelque part l'envie ou l'intention de réparer un peu ces erreurs, comme si ça a été fait, on a fait du mal à la planète, aujourd'hui vous êtes là pour réparer tout ça? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de culpabilité à proprement parler. C'est en fait, ça rejoint un peu cette question du nombre de territoires grandissants, c'est qu'en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en sente coupable ou non, dans tous les cas, ces territoires, ils sont là et donc il faut en faire quelque chose. Moi, je ne me sens pas particulièrement responsable de ce que mes parents ont fait. Par contre, je me sens responsable de ce que moi je fais, inconsciemment ou pas. Les micros dans lesquels on parle, le téléphone que j'ai dans la poche, c'est des choses qui participent aussi à construire ce contre quoi je me bats. Donc, c'est aussi une question personnelle de voir comment est-ce qu'on essaye d'aligner son mode de vie à sa déontologie. Mais après, c'est pareil, en fait, on ne fait pas vraiment du mal à la planète, on fait du mal à des espèces, à de la biodiversité. La planète, c'est quelque chose qui se dit beaucoup, elle se porte très bien. Le problème, c'est ceux qui vivent à sa surface. La question de réparer les erreurs, oui, il y a quand même ça, ne serait-ce que au-delà de la question humaine, aussi d'autres espèces, que ce soit les animaux, les végétaux.
c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte. L'architecture, elle se calque beaucoup sur les préoccupations humaines et le fait de répondre à ce qui s'y passe. Mais si on prend un spectre plus large, l'humanité n'existe pas sans les deux autres espèces qu'il y a autour. Donc il faut aussi prendre à bas le corps les sujets qui les concernent. Donc pour des questions de grands territoires très transformés, oui, c'est important de les prendre. Après, savoir exactement quoi faire, quelle part donner aux questions humaines, aux questions non humaines, à quel point on peut laisser ces territoires de côté et à quel point on dépense encore à nouveau beaucoup d'énergie, beaucoup de matériaux pour les convertir et en faire quelque chose. C'est des questions qui sont aussi effectivement très, très sensibles. Et justement, à contrario des étudiants de GroParisTech, vous n'avez pas l'intention de déserter cette profession ? Je sais pas, franchement. J'ai l'impression que vous prenez à bras le corps ces sujets. Ouais, c'est... En fait, la façon dont je vois l'archi là, d'autant dans ce diplôme-là, c'est qu'il y a une question d'engagement politique qui vient ailleurs et qui est un peu plus grande que le sujet architectural. Après, je pense que d'un point de vue de son action à soi, il faut rester dans les domaines dans lesquels on a été formé, dans lesquels on a une sorte d'expertise à apporter, même si bien évidemment elle est teintée de beaucoup d'autres choses et qu'il faut savoir s'en nourrir. Savoir si on déserte ou pas, c'est compliqué parce que en fait, les sujets de PFE ou même de projets qu'on fait à l'école, ils se retrouvent toujours un peu face à cette question de savoir à quel point ce qu'on est en train de faire a un poids. C'est que tous les projets qu'on fait à l'école, il y en a très peu qui sont construits, ils ne sont pas faits pour. Dans le même temps, un PFE, quand on le présente à des gens, peut-être qu'on participe à façonner un petit peu leur pratique aussi, ou du moins à la teinter des questions qui sont plus actuelles. Donc en fait, l'engagement en architecture, je ne saurais pas trop répondre à comment y faire, déserter. Je crois qu'il y a d'autres étudiants qui ont des mots à dire là-dessus et on va leur laisser le parole. Merci en tout cas Hugo Merki pour votre témoignage. Vous pouvez écouter toute cette série de podcasts hors série et spécial biennale sur la page de Prisme Bâti Radio et je vous dis à très vite. Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.